Dans les années 60, le monde de l'aviation grandit de manière exponentielle. De nouvelles technologies et beaucoup de nouveaux avions. C'est notamment dans les années 60, en 1969 pour être précis, que vole pour la première fois le très célèbre 747. C'est à l'époque le plus gros avion civil du monde, il est d'ailleurs très reconnaissable grâce à sa bosse. Mais c'est également dans les années 60 que sort un projet franco-anglais. Celui de créer un avion supersonique capable de rallier New York depuis Paris ou depuis Londres en moins de 4 heures. Si vous voulez tout savoir sur cet avion de légende, asseyez-vous confortablement et laissez-vous conter l'histoire de l'oiseau blanc qui volait plus vite que le son, j'ai nommé le Concorde. A la fin des années 50, une idée d'un avion civil supersonique apparaît de chaque côté de la Manche. En Angleterre, c'est Bristol Airplane Company qui réalise des études pour un avion supersonique civil. Il le nomme le projet Bristol 223. En France, c'est Sud Aviation, aussi connu pour avoir créé la très célèbre Caravelle, qui planche sur la question d'un avion du même genre. Leur projet quasi identique à celui des Anglais sera nommé Super Caravelle et sera même présenté au Salon du Bourget de 1961. Le problème d'un avion de ce genre, c'est que ça demande un budget gigantesque. La solution est donc de s'allier avec un autre constructeur. C'est donc en 1962 que Bristol Airplane Company, devenue British Aircraft Corporation, et Sud Aviation s'allient et développent ce projet commun. Le 29 novembre 1962, à Londres, un accord officiel est signé pour la production partagée à 50% d'un avion long courrier supersonique. Les différentes parties de l'avion seront donc construites à égalité dans les deux pays. Maintenant que le projet avance bien, il faut donner un nom à cet avion. Jusqu'ici, les Anglais disaient SST pour Supersonic Transport, et les Français disaient TSS pour Transport Supersonique. Alors ils choisissent un mot lourd de sens dans les deux langues. Ce sera Concorde, sauf qu'il y a un petit problème, les Anglais l'écrivent Concorde sans E, alors que chez les Français, le E est bien présent. Alors une petite guerre interne éclate pour savoir comment est-ce qu'il faut orthographier le nom de l'avion, et pour finir, ce sera Concorde avec un E. Pour les Français, ça restera Concorde comme le mot classique, et pour les Anglais, ils finiront par dire que c'est le E de Excellence, Entente, Europe, et bien sûr, England. La meilleure aile pour cet appareil, ça reste l'aile Delta. Alors que tous les autres avions civils utilisent des ailes en flèche, le Concorde doit utiliser cette aile Delta, en forme de triangle, pour augmenter énormément sa surface de voilure, et donc augmenter considérablement sa portance. Les tests en soufflerie montrent qu'avec cette aile, le Concorde sera capable de voler jusqu'à 2200 km/h. L'aile a été pensée pour pouvoir voler aussi bien à haute vitesse qu'à basse vitesse, ce qui donne une aile très fine et qui s'affaisse sur les côtés. Le fuselage, quant à lui, doit résister à des températures extrêmes, mais aussi à un refroidissement brutal lors du passage supersonique vers subsonique. Pour vous donner une idée, le nez de l'appareil pouvait monter à des températures supérieures à 127 degrés, alors que l'environnement extérieur était à moins 60 degrés. L'avion à Mach 2 gagnait 7 cm à cause de la dilatation. Les pilotes pouvaient passer leurs mains dans une paroi du cockpit, alors qu'au sol, c'était tout bonnement impossible et les deux parois étaient collées. Le Concorde était capable de voler à plus de 2200 km/h. Pour ce faire, les ingénieurs ont dû développer un nouveau moteur surpuissant, l'Olympus 593.
moteur a été développé à 85% par les Anglais. La seule partie qui a été développée par les Français, ce sont les tuyères d'entrée d'air qui ont été faites par Snecma. Le reste du moteur a été développé par Rolls-Royce. L'Olympus 593 est un moteur aussi incroyable que complexe. En effet, ce moteur est un moteur que l'on appelle la géométrie variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'air, quelle que soit la vitesse de l'avion, va rentrer toujours à la même quantité dans le moteur. À 2200 km/h ou à 200 km/h, l'air n'a pas du tout la même vitesse à l'entrée du moteur. Pour éviter qu'il y ait trop d'air ou pas assez d'air, il y a donc des trappes que les pilotes peuvent plus ou moins fermer en fonction de la vitesse de l'avion. Et pour aller aussi vite, il faut un autre système que les avions plus classiques n'ont pas, ce que l'on appelle la post-combustion. Alors comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il y a une deuxième combustion à l'intérieur du moteur, et pour ne pas rentrer dans les détails, ça veut juste dire que les gaz d'échappement, donc ce qui donne toute la poussée à l'avion, sortent plus chaud et plus rapidement qu'avec une combustion simple. Ce type de moteur est généralement utilisé dans les avions de chasse, mais là, pourquoi pas? Tout comme le reste de l'avion, le nez, lui aussi, a plusieurs particularités. En effet, le nez du Concorde est en pointe, pour que l'avion ait le meilleur profil aérodynamique possible. Et il y a encore plusieurs mètres de fuselage après les vitres du cockpit, ce qui fait que les pilotes ne peuvent pas voir la piste. Les ingénieurs ont donc dû développer un nez inclinable. En fonction de l'avancée dans le vol, les pilotes changent le nez de position pour pouvoir voir la piste ou tout autre élément. Ceci est dû à une réglementation qui oblige tous les pilotes à avoir une vision claire et dégagée de la piste et du taxi lors des phases de roulage, de décollage et d'atterrissage. Le nez est divisé en deux parties. On a d'abord le nez en pointe et la visière. La visière rentre dans le nez en phase de roulage, de décollage, d'approche et d'atterrissage pour laisser place au pare-brise. Le nez, quant à lui, descend. L'angle d'incidence est plus important lors de l'atterrissage car l'avion arrive cabré par rapport à la piste, dû à sa faible portance à basse vitesse. Le Concorde consomme énormément de carburant. Il faut donc beaucoup plus de réservoirs que les avions normaux. Les avions classiques, eux, stockent le kérosène dans leurs ailes et parfois dans le ventre pour garder un centre de gravité centré. Mais évidemment, le Concorde fait exception à la règle et stocke du carburant partout, là où il y a de la place. Dans les ailes, dans le fuselage, dans la queue et même dans la dérive, le Concorde était un réservoir géant. Il est donc important que pendant le vol, le carburant soit bien réparti dans les différents réservoirs pour que l'avion soit toujours centré et qu'il n'ait pas des pertes d'équilibre. Ça, c'est le rôle du mécanicien navigant. Alors ce métier n'existe plus car les avions actuels sont de plus en plus autonomes, donc ils régulent eux-mêmes automatiquement la position du kérosène dans leur réservoir. Mais ils sont capables de bien d'autres choses. En effet, l'A350 ou le Boeing 777 sont capables, eux, de se poser tout seuls, sans l'assistance de pilote. Le Concorde, évidemment, lui en était incapable. C'est un avion très moderne pour l'époque, mais on reste dans les années 60. Et à l'époque, quasi tous les avions étaient pilotés par 3 personnes. On a d'abord le commandant de bord, le copilote et le mécanicien navigant. Il avait plusieurs rôles, dont celui de gérer la position du carburant, mais également vérifier les températures, les fonctionnements moteurs et plein d'autres paramètres. Le Concorde est également le premier avion à être équipé de commandes de vol électriques. À l'époque, les avions étaient pilotés à la main, ça veut dire que quand on tirait sur le manche tirait sur des câbles en acier, et les câbles en acier actionnaient les gouvernes. Ces câbles sont particulièrement visibles sur le Super Guppy. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, l'avion s'étire pendant le vol. Les câbles étaient donc cassés suite à la dilatation. C'est donc un ordinateur qui va commander l'avion, et les pilotes n'ont pratiquement plus d'efforts à donner. C'est d'ailleurs le premier appareil à être doté des joysticks qui ont été brevetés par Airbus. Ce sont les pilotes eux-mêmes qui ont demandé à ce que l'on réinstalle des manches plus classiques à l'époque pour ne pas changer leurs habitudes.
l'accident du Concorde reste un des crashs aériens les plus dramatiques et les plus importants de toute l'histoire de l'aviation. Le 25 juillet 2000, à 16h45, le vol AF4590 décolle de Paris-Charles de Gaulle à destination de l'aéroport JFK de New York. Mais 1 minute 28 après son décollage, il s'écrase sur l'Hôtelissimo, à côté de l'hôtel-restaurant Les Relais Bleus à Gonesse, à quelques centaines de mètres seulement des habitations, provoquant la mort de 113 personnes, 100 passagers, 9 membres d'équipage et 4 employés de l'hôtel. Ce crash est très complexe à gérer, car les gens avaient 100% confiance en Concorde. 0 accident mortel en plus de 40 ans de service, du jamais vu, un des avions les plus sûrs du monde. Et d'un coup, il est responsable de la mort de 113 personnes. Pendant l'enquête, tous les Concordes sont interdits de vol, pendant presque 1 an. L'enquête du BEA démontre que ni l'avion, ni les pilotes ne sont responsables de l'accident. Quelques minutes avant le passage du Concorde, un DC-10 immatriculé N13067 du vol 55 de Continental Airlines perd une lame de 43 cm de titane de son moteur. Le Concorde, immatriculé FBTSC, le suit de seulement 5 minutes, et la piste n'a pas été inspectée. Le Concorde arrive à une vitesse dite V2, ce qui signifie que quoi qu'il arrive, il doit décoller. La piste n'est pas assez grande pour freiner. Un pneu du train principal gauche éclate au contact de la lame et projette des morceaux de caoutchouc à plusieurs centaines de km/h dans toutes les directions. Certains morceaux frappent les réservoirs de l'aile gauche, laissant le kérosène s'échapper et prendre feu, car la sortie des moteurs n'est pas très loin et sont à pleine poussée pour le décollage. Les contrôleurs aériens sont face à la scène, impuissants, et donnent une indication au pilote qui fait froid dans le dos. Air France 4590, vous avez des flammes derrière vous. Ils autorisent le Concorde à faire demi-tour pour se poser ou aller au Bourget, quelques kilomètres plus loin. Malheureusement, l'appareil n'atteindra jamais le Bourget et s'écrase à Gonesse. Le feu ayant brûlé une grande partie de l'aile, le Concorde se retourne et n'a plus assez de voilure pour être contrôlé. Après cet accident, les Concordes reprennent peu à peu du service, avec des renforts en acier dans les pneus pour les protéger d'une potentielle explosion, et avec une inspection systématique de la piste plusieurs fois par jour. Mais les pensées ont changé et un avion supersonique n'a plus sa place dans l'aviation civile actuelle. Il coûte trop cher, il fait trop de bruit et les places sont impayables. Tous ces éléments mettront fin au Concorde le 26 novembre 2003. Cet avion créé dans les années 60 est encore un avion avec un physique très moderne et est une légende qui a eu une grande et glorieuse vie. Surnommé l'oiseau blanc, tout le monde voulait goûter à son succès. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, partager la vidéo à quelqu'un qui serait intéressé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était Rafi et le Concorde, à très vite.